Francis Dupuy-Derry, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Vous vous intéressez entre autres et en vrac au féminisme, aux mouvements sociaux et à la démocratie. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Nous n'irons plus aux urnes, plaidoyer pour l'abstention » que vous avez publié en 2019. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. Il y a un livre aussi sur l'histoire du mot démocratie plus ancien. Oui, j'avais également eu à lire le livre L'esprit antidémocratique des fondateurs de la démocratie moderne qui quand même explique pas mal de choses sur la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Francis Dupuy-Derry, est-ce que l'abstention, c'est juste ne pas aller voter? Alors, généralement, c'est ce qu'on pense et on l'associe à une sorte de d'apathie, de lâcheté, d'irresponsabilité, même de sorte de péché moral. Hein. C'est immoral de ne pas aller voter dans les yeux, évidemment, des personnes qui votent, mais aussi dans le discours officiel. Il y a quelque chose de c'est ça, c'est presque une tare morale. Mais quand on regarde les études, les enquêtes sociologiques sur les abstentionnistes, on distingue généralement deux catégories d'abstentionnistes. Les abstentionnistes qui sont en fait déconnectés de la politique ou qui s'en désintéressent ou qui ne sont pas allés voter pour des raisons purement pratiques, maladie, déplacement, travail, obligations familiales et autres, et les abstentionnistes qui sont en fait des personnes très politisées, des fois même plus que la moyenne des personnes qui votent, qui ont beaucoup de réflexions politiques, qui se questionnent, qui peuvent participer à la vie politique de la communauté, de la collectivité, mais qui considèrent que le système électoral est pourri en lui-même et ils refusent de participer à cet exercice. C'est une forme de boycott, hein, finalement. Donc, c'est un boycott de l'acte même de voter. Est-ce que dans les études que vous avez menées, vous êtes arrivé à identifier si l'acte même de voter était quelque chose d'inné pour l'être humain, pour les personnes de façon générale? Non, en fait, nous, on nous apprend l'importance du vote dès l'école. J'imagine que c'est la même chose dans les écoles en Guyane, en tout cas dans le système éducatif français, certainement. Il y a cette valorisation du vote. On dit que c'est le pouvoir citoyen, c'est le geste citoyen le plus important. Et je vais plus loin. J'imagine que vous avez des conseils d'élèves dans les lycées ou dans les écoles où vous votez pour des camarades, ou peut-être vous-même avez-vous été présidente de votre conseil d'élèves. Mais ça, on appellerait ça en fait, si c'était dans un régime ennemi, si c'était chez les communistes ou en Union soviétique ou en Corée du Nord, on dirait, ah, ils sont en train d'endoctriner les jeunes. Et c'est d'une certaine manière ce qu'on fait dans nos écoles. Et moi, je l'ai étudié en tout cas pour le Québec où je suis. Hein. Il y a l'agence officielle qui gère les élections, c'est la Direction générale des élections. Elle a tout un programme d'accompagnement pour les enseignants-enseignantes qui veulent organiser des élections d'école. Et ils expliquent noir sur blanc. Hein. C'est même pas, je fais pas d'analyse ésotérique là, de mots cachés où je lis les textes à l'envers, mais c'est écrit noir sur blanc explicitement. Ils font ça pour former les jeunes à devenir les électeurs de demain. Et en fait, le seul intérêt, c'est de vous apprendre à déposer un bulletin de vote dans une urne. Vous le faites dans le gymnase de votre école où vous allez retourner voter quand vous serez adulte, sans doute d'ailleurs. Pour pas être trop perdu, on vous met ça dans le même décor. Et vous votez pour des conseils d'élèves qui ont en réalité aucun pouvoir. Évidemment, s'il n'y a pas de démocratie comme telle des jeunes à l'école. Et donc, tout ça, on nous forme à aller voter. Donc c'est quand même quelque chose qui part d'une idéologie. C'est une idéologie, le fait de se dire qu'on met des gens à mettre des bulletins dans une urne et cette idéologie doit se perpétuer de génération en génération, c'est ce que vous dites. Oui, oui, exactement. Puis c'est tout le détournement du sens du mot démocratie qui, au départ, évoquait en fait la possibilité pour les membres de la communauté, les citoyens, les citoyennes, de participer au processus de délibération, c'est-à-dire de discuter. Mais dans la délibération, il y a aussi, c'est plus qu'une discussion, c'est une prise de décision en commun pour agir collectivement. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la démocratie. Et puis, au 18e siècle, en France, dans les colonies britanniques qui sont devenues les États-Unis avec la guerre d'indépendance et ailleurs, en fait, ceux qui ont fondé ce qu'on appelle les républiques modernes, ils étaient contre la démocratie. Ils utilisaient le mot démocratie de manière péjorative. Ils le disaient explicitement. Ils disaient, on ne veut pas fonder de démocratie. La démocratie, c'est le chaos, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple, c'est les pauvres. Les pauvres vont tout détruire. Ils vont détruire les richesses. Ils vont détruire les institutions. Donc, surtout pas de démocratie en France, surtout pas de démocratie aux États-Unis. Et donc, c'est vers les années 1830-40, donc 2-3 générations après, où là, les politiciens républicains ont commencé à utiliser le mot démocratie de manière positive
parce qu'ils réalisaient que c'était efficace au niveau des élections. On y revient au niveau des élections, donc on revient aux élections. Il y avait même des manuels de conseil électoral à l'époque qui expliquaient, et les journaux de l'époque disaient, on ne peut plus gagner les élections sans dire qu'on est démocrate, sans dire au peuple, je défends la démocratie, mais ils n'avaient rien changé dans le système, ils avaient juste changé le nom. Et à ce moment-là, la démocratie, ça voulait simplement dire, votez pour des chefs. Votez pour eux, en fait. Votez Bah, c'est pour eux. ça, ouais. Vous votez pour moi et je vais défendre la démocratie. Mais sans rien changer, sans donner plus de pouvoir au peuple lui-même. Après ça, évidemment, je connais l'histoire comme tout le monde. Il y a évidemment eu un élargissement du corps électoral. Donc, au début, évidemment, il n'y avait pas les femmes. Évidemment, les esclaves ne pouvaient pas voter. Puis après ça, aux États-Unis, même les personnes noires ne pouvaient pas voter pendant plusieurs générations dans les États du Sud. C'est la ségrégation. Bon, au Canada, c'était les Autochtones, les Premières Nations qui ne pouvaient pas voter. Donc, évidemment, je connais tout cet enjeu-là de la lutte pour l'élargissement du corps électoral, qui est une lutte très importante au niveau même de la dignité, hein, du sentiment de dignité, d'estime de soi. Mais même s'il y a plus de gens qui votent, individuellement, les individus ne sont encore que limités à ce geste-là, qui est un geste assez finalement minimal, même extrêmement minimal, qui est de mettre un X à côté d'un nom, mettre ça dans la boîte et d'espérer que c'est lui qui gagne pour lui gouverner. Pas vous, c'est lui qui gouverne. C'est ça. Donc, face à ce geste électoral-là, il y a ceux qui choisissent, alors par défaut, comme vous avez dit, ou par conviction, de ne pas participer à l'action électorale. Lors des dernières européennes en Guyane, on constate effectivement que 90,65% des inscrits, parce que c'est la règle de calcul en vigueur, ne se sont pas prononcés. Si on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau national en France, le Rassemblement national, le parti d'extrême droite, a fait 30% aux dernières européennes. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, c'est le désaveu de sa politique. L'abstention a fait le même score, si on parle en termes de score, en 2022, puisqu'on a Emmanuel Macron qui fait, si on calcule avec l'abstention, 38%, et l'abstention fait 28%, quelque chose comme ça. Et là, systémiquement parlant, il n'y a rien qui bouge. Comment est-ce qu'on arrive à lire ça? C'est quand même assez surprenant. Oui, alors la position des décideurs, de ceux qui nous gouvernent et par rapport à l'abstention, c'est une sorte de déni. En fait, l'abstention, on n'en tient pas compte. C'est un peu d'ailleurs un problème, je dirais, fondamental du système. Vous pourriez avoir seulement 10% des gens qui votent et le système fonctionnerait. D'ailleurs, il faut se rappeler, en Grande-Bretagne, par exemple, au milieu du 19e siècle, la Grande-Bretagne, c'était le modèle de l'État libéral. C'était un État colonial, impérialiste, tout ça, mais il était l'État le plus puissant au niveau politique, au niveau économique, au niveau de puissance maritime, au niveau colonial et au niveau culturel. Il était plus puissant que les États-Unis. On le regardait comme la référence pour le libéralisme politique. Et pourtant, c'était à peu près 10-15% des hommes adultes qui votaient en Angleterre. Donc, le système électoral, son paradoxe, c'est qu'en fait, on nous répète, l'abstention est un problème, il y a une crise de la représentation, il y a une crise de l'abstentionnisme, ça provoque une crise politique. Mais en réalité, l'abstentionnisme ne provoque pas de crise politique et le système politique pourrait très bien fonctionner si 60-70% des gens n'allaient pas voter. D'ailleurs, il y a des paliers de gouvernement, je ne sais pas comment c'est en Guyane, mais au Québec, par exemple, là où au Canada, là où on va le plus haut taux de participation aux élections, c'est au niveau fédéral, donc au niveau du Canada. Au niveau des provinces, c'est un peu moins. Puis au niveau des municipalités, c'est souvent très bas le taux de participation électorale. Des fois, c'est en bas de 50% dans certaines municipalités. Mais le système fonctionne quand même. Et donc, si on compte l'abstention dans le calcul final, en fait, la plupart de nos pays qu'on dit démocratiques sont gouvernés par des personnes qui ont été élues par 20, 15, 20, 25% de la population en réalité. C'est quelque chose qui est généralisé de votre observation et de votre analyse. Et ce qui est fascinant, c'est de réaliser à quel point ça ne les empêche pas du tout de fonctionner. Donc, ils peuvent mener des guerres, lever des impôts, nommer leurs ministres, accepter des pots de vin, signer des traités, ouvrir des usines, serrer des mains dans des grands sommets internationaux. Même si vous êtes le plus puissant du monde, comme je me rappelle à l'époque de George W. Bush, quand il attaquait l'Irak, George W. Bush, moi, si je me rappelle bien, il était élu dans les faits par 23% à peu près des Américains en âge de voter, là. Oui, parce qu'aux États-Unis, la règle de calcul n'est pas la même. Effectivement, on prend en compte tous les électeurs potentiels. Déjà, rien que dans ce choix-là de calcul de l'abstention, il y a un positionnement pour vous? Ouais, ça, c'est vraiment des arrangements institutionnels qui arrivent au fur et à mesure que les luttes politiques dans certains pays créent des modifications. Vous avez des élections à un tour, à deux tours, vous avez des présidentielles et tout. Ça, c'est des arrangements institutionnels. Après ça,
c'est pas déterminé en fonction des réflexions sur l'abstention, et l'abstention est à l'extérieur de ce genre de réflexion. Oui, absolument. Elle se situe où, du coup, la réflexion sur l'abstention, pour vous? Pour les dirigeants, je pense qu'une partie de leur réflexion, c'est, et ils n'y arrivent pas vraiment, c'est comment récupérer des gens qui sont dans l'abstention pour les amener dans notre camp. Moi, évidemment, je ne me place pas du point de vue des dirigeants. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait encore plus de gens qui ne votent pas et qui ne fassent pas confiance à ce système. Et là, après ça, dans la cartographie, si je peux dire, ou la démographie des abstentionnistes, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des catégories sociales qui votent moins que d'autres. Et de toute évidence, c'est lié à des positionnements politiques. Donc, par exemple, dans le cas des élections européennes, je vous dirais, de mon point de vue de politologue, que ça me semble tout à fait logique que ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, donc les anciennes colonies ou en tout cas les post-colonies, je ne sais pas comment vous les appelez là, mais en France, donc Polynésie, c'est 13% de taux de participation aux européennes, Martinique, Guadeloupe, c'est à peu près 13%, Guyane, c'est 9%, et donc, en fait, un observateur objectif qui est extérieur de la France pourrait dire, ben oui, mais en fait, c'est un peu normal, puisqu'en fait, c'est un peu un bluff de dire que vous faites partie de l'Europe, même si je sais qu'en fait, en termes administratifs, financiers et tout, il y a des éléments qui jouent, il y a des politiques qui peuvent vous avantager ou vous désavantager, mais en tout cas, évidemment, vous pouvez vouloir participer, mais on montre la carte du monde à un enfant et il dira, ben la Guyane n'est pas en Europe, là. Et donc, pour revenir au Canada où moi je suis, il y a des peuples autochtones, les Premières Nations. Ben, en fait, le taux d'abstention dans certaines Premières Nations est très élevé, entre autres les Mohawks, donc les nations iroquoiennes. C'est les taux d'abstention des fois de 96-98%. Et ils le disent explicitement quand ils sont interviewés par des journalistes. Les Iroquoiens, les Mohawks disent, le Canada n'est pas mon pays. Moi, je suis Mohawk. Je vis dans la réserve des Mohawks. Ma communauté, c'est la communauté Kanawagé ou Kanasatake. Et voter pour le premier ministre du Canada serait comme moi voter dans un pays étranger, ça n'a aucun sens. Et donc, c'est dans une logique postcoloniale et décoloniale que ces Autochtones, par exemple, ne votent pas. Donc là, dans ce cas-là très précis, l'abstention est intentionnelle, politique et clairement militante. Exact. Après ça, vous avez une autre grande catégorie de gens qui votent peu, c'est les pauvres. Et donc, quand vous êtes pauvre, vous votez moins. Statistiquement, évidemment, vous pouvez être pauvre et aller voter, être riche et ne pas voter, là, mais statistiquement. Et donc, généralement, mes collègues, les spécialistes, les journalistes disent, ah, les pauvres ne votent pas parce qu'en fait, ils sont déconnectés du monde politique, ils sont aliénés, ils sont marginalisés, et il faudrait comme les ramener dans la sphère politique pour qu'ils participent et qu'ils défendent leurs intérêts. Mais quand vous faites des enquêtes terrain avec des personnes pauvres qui ne votent pas, ils vous disent pourquoi ils ne votent pas. Ils vous disent parce que ça ne sert à rien. Ils vous disent parce qu'en fait, ils ont déjà voté et on leur a fait des promesses. Et ce qu'ils voient, c'est que leur quartier est encore toujours aussi pauvre et que les quartiers riches sont encore toujours aussi riches et que les gens qui sont au Parlement sont encore des gens qui prennent le parti des riches contre les pauvres. Et donc, à force de voir que le système politique les désavantage et qu'ils sont pauvres en partie à cause des politiciens et des politiques, ils ont décidé d'arrêter de voter, y compris certains qui votaient pour des partis qui finalement perdent toujours. C'est intéressant ce que vous soulevez parce qu'il y a un sondage Ipsos qui a été fait justement après les dernières élections européennes. 42% des personnes qui se sont abstenues expliquaient que ça ne changerait rien à leur vie. Donc on a vraiment cette intention de ne pas voter parce qu'on sait pertinemment ou on projette que le résultat du vote n'aura pas d'incidence sur notre quotidien. Est-ce que les intentions des abstentionnistes, au final, est-ce qu'elles ont leur place dans le système électoral tel qu'on le conçoit aujourd'hui? Non, pas du tout, c'est pas reconnu et on ne fait pas ces distinctions. Alors, il y a des sortes de débats de chapelle, je dirais, pour faire une référence religieuse, entre les abstentionnistes et ceux qui préfèrent annuler leur vote. Donc là, vraiment, on est dans le micromanagement du rapport critique à la politique. Donc, il y a des personnes qui disent, moi, je préfère aller au bureau de vote et rayer mon bulletin de vote ou faire un petit dessin ou encercler tous les noms, je ne sais quoi, pour annuler le vote. Donc, le bulletin Nul. tombe dans l'urne, Le vote nul, mais ouais. il est nul. Et il y a même, dans certains pays, y compris en France, il y a eu des partis nuls. Donc, parti blanc, parti nul. Parti blanc, là, c'est pas le Rassemblement national, là, c'est parti blanc dans le sens d'annuler les votes, là, les votes blancs. Et, euh, et donc, des partis qui disaient il faut qu'on puisse comptabiliser
les votes annulés. Mais honnêtement, entre vous et moi, c'est quand même beaucoup d'efforts pour quelque chose de nul, finalement. Et puis après ça, je pense que c'est important de rappeler, on l'a dit un peu au début, là, par rapport à la socialisation au vote, les catégories sociales qui votent le plus, ce sont les catégories les plus éduquées, les plus privilégiées, classe moyenne, moyenne aisée. Et puis en termes, disons, c'est dans des systèmes raciaux comme les États-Unis, le Canada, la France, c'est les personnes blanches qui votent plus, généralement. Mais évidemment, elles pensent qu'elles votent plus parce qu'elles sont des citoyens plus raisonnables, plus responsables et qu'elles sont mieux élevées à la citoyenneté. Mais en fait, une des raisons pour lesquelles elles votent plus, c'est que, en fait, le système leur profite et elles s'y reconnaissent. Quand elles regardent l'Assemblée nationale, elles se reconnaissent dans ce qu'on appelle la représentation de la nation. Vous avez sans doute remarqué que la représentation de la nation est un peu bizarre par rapport à la nation elle-même. Déjà, à l'Assemblée nationale, par définition, il n'y a pas de chômeurs. C'est techniquement impossible puisqu'ils sont tous salariés, ils sont tous en emploi, ils sont députés. Il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de mères, ce qu'on appelle les ménagères ou les mères à la maison, puisqu'elles sont députées. Et donc, bref, il y a plein, et évidemment, il y a plein d'emplois de trajectoires professionnelles ou de trajectoires de métiers qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, qui est généralement un lieu, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai ailleurs, qui est un lieu de profession libérale, des médecins, des journalistes, beaucoup d'avocats, juristes, des hommes d'affaires, des politiciens professionnels. C'est ça l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas une représentation, évidemment, miroir de la nation. Ceux qui y sont clairement, là, sans aucune ambiguïté, membres des catégories les plus privilégiées. Et donc, les catégories les plus privilégiées votent parce qu'ils se reconnaissent dans l'élite politique. Dans un système comme la Guyane, cette question de privilège se traduirait également par la langue, puisque on se poserait la question par exemple, comme on sait qu'on a un très fort taux d'immigration et de personnes migrantes qui ne maîtrisent pas la langue française, ou même de personnes natives qui ne maîtrisent pas la langue française. L'accès au vote se fait en français, et donc est-ce que dans l'abstention, on n'aurait pas aussi une traduction de cette incapacité aux personnes d'accéder ne serait-ce qu'à cette sphère de la vie politique-là? Oui, là, ça c'est important, ce que vous mentionnez, j'ai oublié de le mentionner, effectivement, il y a les pays multinationaux, multiethniques et multilinguistiques qui ont évidemment des règles du jeu là, qui sont particulières, et effectivement, il n'y a aucun doute là-dessus, ça peut évidemment jouer, quand je parlais de l'élite politique tout à l'heure, dans les pays multinationaux et multilinguistiques, souvent les élites sont liées aussi à un groupe ethnique ou au groupe national ou un groupe linguistique, et ça, évidemment, ça joue. Est-ce que, j'ai une question qui va peut-être aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut dire que l'abstention fait peur, quelque part, au système électoral? Quand vous en parlez, on entend comme si on a un peu cet aspect de la démocratie, c'est le bon chemin, on va aller ramener les abstentionnistes dans le droit chemin, il y a une espèce d'ascendant moral dessus. Est-ce que les taux grandissants d'abstention menacent ce système et l'équilibre du système électoral? Ben, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Et moi, j'aimerais bien, mais en fait, il ne déstabilise pas le système. Mais c'est vraiment quelque chose, cette peur, c'est vraiment quelque chose qui relève du sens commun. On dit même que c'est dangereux. Moi, j'ai publié le livre là, dont vous avez cité le titre, qui est Nous n'irons plus aux urnes, avec comme sous-titre Plaidoyer pour l'abstention. Je me suis retrouvé dans une table ronde médiatique au Québec avec des collègues politologues et on m'a dit, c'est très dangereux, je suis dangereux. Je suis en train de pervertir la jeunesse là, en appelant à l'abstention. Et il me disait, en plus, c'est scandaleux parce que vous êtes dans une université publique, vous êtes payé par l'État et vous appelez à l'abstention. J'ai dit, ben oui, ben vous aussi, vous appelez à voter. Donc, vous êtes payé pour appeler à voter. Donc, de toute façon, on s'en fout de ça, c'est complètement absurde comme rhétorique. Et en fait, c'est pas dangereux du tout. Et moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, c'est les gens qui votent qui sont dangereux parce que vous avez vu les politiques qu'on a depuis 100 ans, là, c'est une catastrophe absolue. La planète fout le camp, il y a des guerres, il y a du chômage, il y a de l'insécurité, il y a de la misère, nos hôpitaux fonctionnent pas, les systèmes d'éducation fonctionnent pas, etc. Il faudrait arrêter de voter là un jour et penser à un système autrement, là, parce que de toute évidence, à force de voter, on les encourage là, à continuer comme ça. Là. En fait, dans ce que vous dites, ce ne sont pas forcément tant les partis qui seraient en cause, mais même le fait même de voter et de pas forcément remettre en question les rapports entre individus et collectifs autrement qu'à travers un prisme électoraliste. Exact. Et donc là, si je peux faire un peu de mon professeur par rapport à l'histoire, même à gauche et à l'extrême gauche, il y a des débats sur ce sujet, évidemment.
disons, fin du 19e, début du 20e, c'était le débat dans ce qu'on appelait la grande famille socialiste ou le mouvement ouvrier. Il y avait bien évidemment l'approche marxiste-léniniste qui était il faut s'emparer du pouvoir soit par les armes comme en Russie, mais Lénine et les autres disaient dans des pays comme en Angleterre, c'est par les urnes, on va gagner par les élections. Ils pensaient que les partis communistes gagneraient par les élections. Ça s'est pas fait, mais c'était ça l'espoir. Et évidemment, il y a toujours eu dans la grande famille socialiste les anarchistes ou les abstentionnistes ou les socialistes anti-parlementaires qui disaient non, non, il faut que le peuple apprenne à s'auto-gérer, à s'auto-gouverner, et les élites politiques, elles finissent toujours par trahir. C'est pas qu'elles sont mal intentionnées, c'est pas que l'individu X ou Y ou Z, il est mal intentionné ou il est méchant ou il est lâche, là, c'est pas ça le problème. C'est une logique institutionnelle, c'est quand vous rentrez dans l'institution, quand vous êtes élu, quand vous rentrez dans la logique électorale, quand vous rentrez dans la logique partisane et quand vous rentrez dans la logique parlementaire, ben vous avez beau répéter que vous faites ça pour le peuple et pour le bien du peuple et que vous êtes égalitariste, vous êtes déjà dans un parcours qui n'est pas égalitariste et qui est élitiste, en fait. Donc, quelque part, en entrant dans ce parcours-là, et on le voit dans les élections, année après année, on essaie d'avoir des statistiques un peu comme vous disiez, de qui vote pas, qui s'abstient pas. Au fur et à mesure du temps, nous, ce qu'on observe, en tout cas au niveau des chiffres, c'est que les frontières entre les intersections de genre, de classe, de race sont de plus en plus floutées. Est-ce que c'est une mouvance, en fait, du système électoraliste, puisque plus on va aller vers les urnes, entre guillemets, comme un seul homme, c'est un même mouvement pour tout le monde, plus on tend aussi à gommer l'expression de ces intentionnalités dont on parlait tout à l'heure. Oui, ben en fait, il y a beaucoup de choses qui se gomment depuis, je dirais, une ou deux générations. Hein. Depuis, généralement, on parle du déclin de la participation ou de l'augmentation de l'abstention à partir des fin des années 70 et des années 80. Il y a beaucoup de choses qui se floutent à ce moment-là. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, que les politiciens et politiciennes ne prennent pas en considération, c'est leur propre responsabilité dans le taux d'abstention. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'offre électorale, puisque c'est vraiment une offre, hein, c'est du marketing, du branding, ils ont même des couleurs, des logos, des chansons, des slogans. Là, c'est comme des compagnies de marketing là, on est d'accord, là, qui formatent ces images qu'on nous vend. En réalité, elles sont l'offre est de plus en plus similaire, où il y a cette fameuse contraction à l'extrême centre. Et on arrive à quelque chose où, même si évidemment les polémistes et les observateurs parlent de gauche radicale, en fait, la gauche n'est plus radicale du tout. Si on la compare au 20e siècle, elle est totalement modérée, la gauche. Elle a accepté les logiques, les balises générales du libéralisme et même du néolibéralisme, et elles veulent simplement comme améliorer un peu la situation au sujet des inégalités. Mais en réalité, la gauche, elle est extrêmement modérée au 21e siècle. Et puis après ça, ben, il y a la droite qui a évidemment repris à peu près toutes les propositions de ce qu'on appelle l'extrême droite. Donc, en fait, d'une certaine manière, en France, entre autres, les propositions du Rassemblement national qui était avant le Front national sont déjà mises en application par les Sarkozy et les gens de droite qui les ont dépensés. Ils se vantaient hein, d'ailleurs d'être ceux qui renvoyaient le plus de migrants et qui engageaient le plus de police et tout ça. Là. Donc, en fait, les politiques du Front national, ils sont déjà en application en grande partie, pas complètement, mais en grande partie. Et donc, oui, cette mélange, cette fusion et cette sorte de tout le monde est au centre, pas dans le sens politique du centre, là, mais tout le monde s'est centré, tend à se ressembler. C'est une des causes du décrochage de la population par rapport au système électoral. Et en cherchant quelque part la majorité absolue, on cherche aussi à trouver des consensus qui n'existent pas. Qui n'existent pas, effectivement. Et puis, parmi les abstentionnistes, il y en a aussi qui témoignent qui sont des nouveaux abstentionnistes. Donc, ils disent, nous avons toujours voté, on a toujours pensé que c'était un geste extrêmement important, un geste noble, un geste républicain. Et puis, à force de voter contre, c'est-à-dire que le système politique français, entre autres, mais d'autres aussi, là, fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui, depuis 10, 15, 20 ans, ne votent pas pour un parti, mais votent contre un autre parti. Puis à un moment donné, ils se disent oui, mais ça devient un peu ridicule. Et ce vote contre, quelque part, est-ce qu'on arrive à le lire électoralement, mais on n'arrive pas à l'entendre avec l'abstention? Ben, on arrive à le lire dans les sondages, c'est-à-dire qu'on arrive à... Si on fait des sondages, les personnes peuvent nous dire je vote, disons, Macron, mais en fait, c'est pas parce que j'appuie Macron, c'est parce que je veux pas que Marine Le Pen devienne présidente, par exemple. Ça, c'est des votes contre. Mais parmi ces personnes, il y en a qui finalement décrochent parce qu'ils disent j'ai vraiment l'impression que je suis l'idiot utile du système parce qu'en fait, à force de voter pour Chirac, puis pour Macron, puis pour Sarkozy pour bloquer le Front national, ben, j'ai toujours voté pour des politiciens de droite.
alors que des fois, c'est des gens de gauche et d'extrême gauche. Hein. Et donc, à un moment donné, ils décrochent aussi. En Guyane, juste pour contextualiser pour vous, on a un débat public en ce moment qui porte sur l'autonomisation politique du territoire. C'est une mouvance qui a été enclenchée par le dernier gouvernement territorial, qui a été finalisée dernièrement avec l'intégration d'une résolution portant sur les peuples autochtones. Et donc la France ne reconnaît pas l'existence des peuples autochtones, mais la collectivité territoriale de Guyane a reconnu les 6 nations autochtones de Guyane et a validé en congrès des élus la création, dans le cadre de cette évolution statutaire, d'une assemblée de la haute autorité autochtone qui vient faire exister les gouvernances autochtones dans le projet politique. De votre expérience au Canada, au Québec plus spécifiquement, est-ce qu'on est déjà arrivé à une cohabitation de 2 visions de la politique ? Comme vous disiez tout à l'heure, les personnes autochtones manifestent une abstention revendiquée. Est-ce que vous êtes arrivé à cette cohabitation des 2 visions de la politique, des 2 gouvernances ? Je suis content que vous évoquiez les peuples autochtones parce que justement, dans le cas mentionné où les Mohawks, par exemple, les Iroquois au Québec et au Canada, s'abstiennent à 96-98%, c'est entre autres parce qu'ils considèrent que le Canada n'est pas leur pays, mais aussi parce qu'il n'y a pas de politiciens autochtones. Et donc, au Canada, quand il y a des candidatures autochtones, le taux de participation des Autochtones augmente. Et il y a eu, au Canada, c'est très rare, les Autochtones représentent, là, c'est un peu compliqué à calculer, là, mais à peu près 4% de la population canadienne. Donc, proportionnellement, évidemment, il n'y a pas des milliers de candidatures électorales non plus, mais quand il y a des candidatures électorales, le taux de participation des Autochtones augmente parce que là, ils disent, ah ben peut-être qu'en fait, notre voix va être entendue dans les institutions politiques canadiennes ou provinciales. Donc, on peut imaginer un scénario un peu similaire dans d'autres contextes, possiblement dans les colonies ou anciennes colonies françaises, où effectivement, s'il y a de l'oxygène qui est apporté pour que les voix autochtones se fassent entendre, puissent s'organiser et des relais au niveau politique, que ça va peut-être donner un sens à la participation politique, et là, l'abstention va être moins intéressante. Mais tant qu'il n'y a pas ce relais-là, il me semble évident qu'il y a un haut taux d'abstention dans ces populations. Et dans la mesure où les gouvernances autochtones ne sont pas forcément des gouvernances qui fonctionnent avec la démocratie, puisqu'on est sur des gouvernances héréditaires, et il n'y a pas que les populations autochtones, il y a les populations bushinangé également qui héritent de systèmes politiques ouest-africains issus de la déportation et de l'esclavisation. Le fait de faire exister toutes ces gouvernances-là ne va-t-il pas mettre en lumière, quelque part, peut-être une inadéquation du fonctionnement démocratique, ou alors au contraire vraiment mettre un peu les points sur les i sur qui fonctionne comment et comment est-ce que la politique se fait dans certaines nations. Oui, certainement. De toute façon, si moi, vous me demandez mon avis par rapport à quelle est, selon moi, la meilleure manière démocratique de s'organiser, c'est au niveau local, par le bas, avec la plus grande participation des collectivités. Donc, moi, je suis toujours méfiant et sceptique de la verticalité, qu'on monte le plus haut possible en généralité, et qu'on se retrouve avec quelqu'un comme Macron qui dit « la France dit » ou « la France pense » ou « la France veut », ou Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, dit « le Canada déclare » ou « le Canada exige ». C'est absurde, là. C'est une vue de l'esprit, là. C'est une théocratie, là. C'est comme une logique théologique, là. Il pense qu'il est Dieu, là, ou c'est la voix de Dieu, là, qui s'exprime à travers lui, là. Mais Dieu est peut-être unique, mais la nation française, c'est des dizaines de millions de personnes. Et donc, évidemment, Macron ne peut pas parler au nom de la France, comme Justin Trudeau ne peut pas parler au nom du Canada. Ça, c'est une vue de l'esprit, c'est une construction de l'esprit. En plus, comme j'ai dit, il ne représente peut-être que 25 ou 30% des adultes qui peuvent voter. Je parle même pas des jeunes, des mineurs. Et donc, tout ça, ça me semble très peu démocratique. Et donc, il faut vraiment descendre vers les collectivités. Il faut donner plus de pouvoir. Il faut que les collectivités soit leur donner, soit qu'elles prennent plus de pouvoir au niveau local. Et là, évidemment, ça favorise aussi l'expression et l'organisation, l'expression et l'action d'identités ou de catégories qui ne sont pas représentées au niveau national, en haut, au sommet de l'État. Là. Et donc, selon vous, si on arrive à fonctionner dans cette organisation qui serait quand même une organisation idéale, selon vous, où on partirait du bas pour régler les problèmes qui nous concernent directement et en premier lieu, le fonctionnement serait-il toujours aussi démocratique, ou est-ce qu'on est sur une vision quand même un peu fantasmée de la démocratie, comme on l'apprend à l'école, la démocratie athénienne, où tout le monde participe? Alors, le problème avec ce qu'on nous apprend à l'école sur la démocratie athénienne, c'est que c'est un mythe. Donc, c'est pas que c'est un mythe qu'il n'y avait pas de démocratie à Athènes, mais et à l'école, on nous dit que les esclaves à Athènes ne peuvent pas voter et que les femmes ne peuvent pas voter. Donc, tout ça, c'est vrai.
mais on essaie de nous faire croire que ce sont les Grecs à Athènes, il y a 2500 ans environ, qui ont inventé la démocratie. Ça a fonctionné pendant 250 ans. Après ça, ça s'est endormi pendant 1500 ou 2000 ans. Puis après ça, c'est réapparu à Paris puis à Boston sous forme de république. Là, je suis désolé, je dois admettre que je ne sais pas pour la région de la Guyane, donc je vais pas inventer des théories. Je ne peux pas vous dire pour la région de la Guyane, mais ce qui est sûr, c'est que certains peuples amazoniens d'Amérique du Sud, mais très certainement les Premières Nations où moi je suis en ce moment, qui est le Québec, donc ce qui s'est appelé la Nouvelle-France, donc les Hurons-Wendat, les Inuits, les Iroquoiens, mais aussi un très grand nombre de peuples d'Afrique ont expérimenté la démocratie, c'est-à-dire ils s'assemblaient, ils discutaient ensemble des affaires communes, ils prenaient des décisions ensemble, et en fait, c'était souvent bien plus inclusif qu'Athènes. Nous, en tout cas, et dans certains cas en Afrique, comme chez les Igbo, par exemple, non seulement les femmes participaient aux assemblées de village mixtes, mais en plus, les femmes avaient leur propre conseil, elles avaient leur propre assemblée, et elles discutaient des affaires qui concernaient les femmes, et après ça, elles pouvaient revenir à l'assemblée du village pour porter leurs doléances ou leurs revendications, leurs déclarations, etc. Chez les Mohawks, c'est la même chose. Il y avait des femmes qui participaient au conseil du village ou de la communauté. Et puis après ça, il y avait les conseils des femmes aînées, qui étaient d'ailleurs en charge de déclarer la guerre. Si elles voulaient déclarer la guerre, c'était les femmes qui le faisaient. Et donc, tout ça, c'est des pratiques qu'on ne nous enseigne pas à l'école. On nous enseigne à Athènes, et on dit ça, c'était la démocratie directe. Ça a été inventé une fois à Athènes. Ils mangeaient des olives, ils buvaient de l'huile d'olive, ils étaient en toge, ils passaient la journée au soleil, puis ils prenaient des décisions, puis là, ils attaquaient Sparte ou ils attaquaient la Sicile, puis ils faisaient la guerre, puis tout ça. Bon. Mais c'est une vision vraiment pauvre de l'histoire de l'humanité, et c'est une ignorance vraiment de la capacité de l'humanité sur tous les continents à pratiquer la démocratie, y compris en Amérique latine. La dernière question qu'on se posait, et qui vient en fait au travers des échanges qu'on a pu avoir avec vous, Francis Dupuy-Derry, ce serait vraiment au final de se dire cette question de l'abstention qui vient effectivement à chaque scrutin, on nous donne ce chiffre-là, à chaque scrutin, on en parle sans en parler. Est-ce qu'on arrivera quand même à parler de légitimité sans parler de l'abstention? Oui, c'est ce qu'on fait tout le temps, parce qu'en fait, ce que vous dites est vrai, mais pour les 48 heures après un scrutin. Mais après ça, pendant les 363 autres jours de l'année, généralement, on ne parle jamais d'abstention et on assume que les personnes élues ont été élues par la nation, que c'est les représentants de la nation. C'est vraiment un acte magique, hein, c'est du fétichisme, là, c'est vraiment, vous mettez des millions de personnes qui mettent des petits bouts de papier dans une boîte avec un X, et vous sortez de là et vous avez celui qui parle au nom de la nation. Et c'est pour ça que le cérémonial de l'élection est aussi si importante. Surtout, évidemment, plus vous montez en puissance, plus c'est important. Donc, vous voyez très bien la journée où on élit le président et quand le président Macron devient président, là, il y a toute une mise en scène, un cérémonial. C'est la même chose à la Maison-Blanche pour le président des États-Unis. C'est la même chose pour le premier ministre du Canada qui est reçu par la gouverneure générale qui représente la couronne britannique, qui le nomme premier ministre. Et donc, c'est un rituel qui est important parce que tout ça, c'est basé sur du symbolique, c'est basé sur des croyances et c'est le socle de la légitimité. Donc, l'abstention, elle est présentée comme un problème pendant 48 heures, après ça, on l'oublie. Parce on veut croire que l'Assemblée nationale, c'est à l'Assemblée nationale que s'exprime la nation française. On veut le croire. Les journalistes veulent le croire. Les politologues, mes collègues veulent le croire. Les gens qui votent veulent le croire. On veut croire ça. C'est quelque chose qui rassure. Ben, c'est comme ça que le système fonctionne. Donc, ça fait du bien qu'il soit posé comme ça. Et... Exactement. Il faut qu'on y croie pour que le système fonctionne. Parce que si ces personnes qui étaient élues, les personnes qui faisaient leur travail de commentateurs politiques et les spécialistes de la politique commençaient à se rappeler qu'en fait, tous ces gens-là sont élus par une petite minorité de la population, ben en fait, l'illusion disparaîtrait. Là, je vois, par exemple, si j'ai bien calculé, là, désolé si je n'ai pas les bons chiffres, mais Rassemblement national, par exemple, en Guyane, quand on regarde le tableau, on dit 26%. 26% en Guyane voté Rassemblement national. Ben non, parce qu'en fait, il y a 9% des gens qui ont voté. Donc, en fait, c'est à peu près 2 ou 3 personnes sur 100 en Guyane qui ont voté Rassemblement national. On est d'accord? C'est exactement ça. Nous, on a fait le calcul et on est tombé sur 2,6% d'électeurs. Là, je parle même pas des mineurs, là, je parle même pas des enfants ou des gens qui ont 16-18 ans. Là. Et donc, quand vous regardez le tableau, vous dites « Ah, purée, un quart de la Guyane vote au Rassemblement national. » Non, pas du tout, en fait.
Francis Dubutéry, merci beaucoup pour vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être invité à une radio en Guyane. J'aurais aimé ça être là en présence, évidemment. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Merci beaucoup.